Bonsoir, bienvenue. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information, le temps de parcourir avec vous l'actualité nationale et internationale. Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce jeudi pour le Royaume d'Arabie Saoudite où il participera aux travaux du sommet islamique arabo-américain qui auront lieu à Riyad. Ce sommet a pour entre autres objectif d'établir un nouveau partenariat international dans la lutte contre le terrorisme. En attendant les résultats des enquêtes relatives à la cache d'armes découvertes à Bouaké lors des récentes manifestations de militaires, le général Sékou Touré, le chef général des armées, veut mettre tout en œuvre pour combattre toute détention illégale d'armes en Côte d'Ivoire. La première dame Dominique Ouattara, présidente de la Fondation Children of Africa, était cet après-midi à l'Institut de cardiologie d'Abidjan où plus d'une vingtaine d'enfants et 2 adultes ont bénéficié d'interventions chirurgicales. La communauté mondiale des musées célèbre ce jeudi la journée internationale des musées. Cette édition 2017 a pour thème Musées et histoire douloureuse. Voilà pour les principaux titres de ce 20h. Commençons par ces images de départ du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara a donc quitté Abidjan ce jeudi pour le Royaume d'Arabie Saoudite où il participera aux travaux du sommet islamique arabo-américain qui auront lieu à partir du samedi 20 mai prochain à Riyad. La présidence du chef de l'État à ce sommet, confirmé, le président américain Donald Trump a été confirmé. Ce sommet a pour entre autres objectif d'établir un nouveau partenariat international dans la lutte contre le terrorisme et surtout de renforcer la sécurité au plan international. Le président de la République est l'invité de Sa Majesté Salman bin Abdelaziz Saoud, roi d'Arabie Saoudite. Merci donc à la réalisation. Avant son départ pour l'Arabie Saoudite, Alassane Ouattara s'est entretenu hier avec une délégation conduite par le président de la commission de la CEDEAO, le compte-rendu de Viviane Agnimer. Le président de la commission de la CEDEAO, Marcel de Souza, le représentant du président en exercice de l'Union africaine, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République de Guinée, Youssouf Kiridi Bangoura, et le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, ont fait le déplacement à Abidjan en début de soirée ce mercredi pour apporter au président de la République Alassane Ouattara le soutien des différentes organisations qu'il représente et exprimer par la même occasion leur ferme condamnation de la mutinerie militaire qui a eu lieu ces derniers jours. Nous sommes venus rencontrer le président de la République pour lui exprimer un message de soutien, de réconfort et surtout de solidarité de notre sous-région, d'abord au niveau de la CEDEAO, ensuite avec l'Union africaine et enfin avec le représentant du secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Les événements qui ont conduit à la mutinerie, nous avons lancé un appel pour que ces événements ne se reproduisent plus. Parce que la Côte d'Ivoire, pour nous, c'est d'abord une sorte de havre de paix. Et la Côte d'Ivoire, c'est pour nous un modèle. Et le président Ouattara, à qui nous exprimons tout notre soutien, est d'abord un champion en matière d'intégration économique et de paix. Alors, nous avions souhaité que ces revendications, même si elles sont des revendications pertinentes, nous avons souhaité que ça soit la voie de dialogue et que toutes les procédures de dialogue soient épuisées avant qu'on ne fasse appel à la violence. Et elle nous a expliqué qu'il y a eu quelques incompréhensions, mais que nous avons trouvé des solutions. Et vous avez bien vu, nous sommes retournés à une situation comme si de rien n'était. Et donc la paix est revenue. Et nous l'avons félicité. Félicité le gouvernement, félicité le président Ouattara pour sa sagesse et son amour du dialogue. Nous avons félicité tout le peuple ivoirien qui a subi cette période, parce qu'une mutinerie, c'est quand même quelque chose qui choque et qui choque l'ensemble de la population. Et donc les solutions ont été approuvées, les solutions ont été trouvées, et donc on ne peut que remercier cette sagesse qui a permis de retrouver une bonne ambiance de travail afin qu'on puisse travailler pour le développement et la lutte contre la pauvreté. Mais vous savez très bien qu'à la base de tous ces problèmes, il y avait le prix du cacao. Et donc nous aurions souhaité que les prix des matières premières puissent retrouver un niveau acceptable pour permettre à nos pays d'avoir les ressources nécessaires pour maintenir la concorde, pour maintenir le dialogue et maintenir un climat de paix où toute la sous-région
pour le peuple ivoirien et pour l'ensemble des pays de la CEDEAO, pour l'Afrique, puisque nous avons le représentant de l'Union africaine qui a été envoyé spécialement par le président Alpha Condé, et nous devons tous nous mettre ensemble afin que nous puissions travailler dans le dialogue et dans la paix. Donc voilà l'essentiel de notre message. Et donc nous prions les mutins, les soldats qui sont retournés en caserne, qu'ils restent longtemps dans leur caserne et que lorsqu'il y a des problèmes, qu'on puisse épuiser les voies de dialogue avant de faire appel à la violence. Nous déplorons les morts et nous présentons notre compassion pour les familles qui ont perdu de leurs fils et nous souhaitons que les blessés puissent être rétablis le plus rapidement possible afin que la paix, qui n'est pas un même mot, la paix, c'est d'abord une nécessité. Au-delà du soutien au président de la République Alassane Ouattara, le message adressé aux hommes en armes est clair. Les coups d'État militaires et autres ingérences dans la vie politique et économique des États ne sont plus tolérés par la communauté des nations représentée par la CEDEAO au niveau de l'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine au niveau de l'ensemble de l'Afrique et l'ONU au plan international. Le général Touré Sekou, chef d'état-major général des armées, veut mettre tout en œuvre pour combattre toute détention illégale d'armes ici en Côte d'Ivoire, nous dit Kwadjo Kwame de la station RTI Bouaké. Bouaké, quartier Beaufort, l'état-major général des forces armées de Côte d'Ivoire et le commandement supérieur de la gendarmerie nationale en inspection dans la villa qui aurait servi de cache d'armes. En attendant les résultats de l'enquête en cours, le général de division Sékou Touré rassure que toutes les caches d'armes seront démantelées. La cache d'armes a été déjà découverte, toutes les armes ont été enlevées. Et donc nous sommes à la recherche de d'autres caches d'armes. Voilà, les enquêtes sont en cours pour voir s'il y a d'autres caches d'armes comme ça se dit souvent. Après l'inspection, cap sur les principaux corridors et casernes de Bouaké. Le général Sékou Touré et sa délégation se sont rendus au centre hospitalier universitaire de Bouaké. Ici, cette délégation a apporté son soutien à l'étudiante Claudine Yeo, blessée par balle lors des derniers mouvements d'humeur des soldats. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan était récemment en France où il a échangé avec le MEDEF, le mouvement des entreprises de France, le patronat français. Le compte-rendu de notre envoyé spécial, Jérôme Kofi Abolin. Un petit déjeuner débat, mais également une rencontre d'affaires, pourrait-on dire, vu qu'elle a été l'occasion pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan de présenter aux membres du MEDEF les performances économiques de la Côte d'Ivoire. Performances dues à d'importantes réformes structurelles et sectorielles, ce qui, selon lui, a permis à la Côte d'Ivoire de figurer aujourd'hui dans le peloton de tête des pays ayant des taux de croissance économique les plus élevés dans le monde. Pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan, en dépit de la chute de 40% du cours mondial du cacao et de quelques mouvements de grève observés ça et là ces derniers temps, la Côte d'Ivoire reste la meilleure destination des investisseurs en vue d'un partenariat gagnant-gagnant. La Côte d'Ivoire, dis-je, grâce à la stabilité de ses institutions, parce que la stabilité n'est pas en cause, et à ses performances économiques, est aujourd'hui un formidable gisement d'investissement et d'opportunités d'affaires. La grande vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, est bien en marche. Je puis vous assurer que le gouvernement travaille activement à mettre en œuvre cette grande ambition avec le secteur privé comme principal moteur de la croissance économique. C'est pourquoi je formule le vœu à nouveau de la consolidation du partenariat gagnant-gagnant avec les entreprises françaises, avec les femmes et les hommes d'affaires français, à travers ce dialogue permanent et constructif avec le MEDES. Une rencontre qui en valait vraiment la peine. Au regard des réactions recueillies, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a fourni des éléments on ne peut plus rassurants. Il y a eu une adhésion aux propos du vice-président de tous les chefs d'entreprise ici présents. Il a pu nous rassurer sur beaucoup de points, et notamment en ce qui me concerne, sur la force que va mettre le gouvernement ivoirien pour développer l'attractivité touristique. Sortons de là avec beaucoup de confiance, parce qu'on sait que le vice-président Kablan-Duncan est quelqu'un qui suit ses dossiers, et comme il l'a indiqué à la fin, avec un certain pragmatisme, il rend compte de ce qu'il fait, et les gens doivent lui rendre compte de ce qu'ils font aussi. Donc c'est un vrai partenariat, d'égal à égal.
très bonne prestation du vice-président. Le vice-président très pertinent et très efficace dans ses réponses. Constat de satisfaction des parts et d'autres. On peut dire de ce point de vue que l'exercice questions-réponses auquel le vice-président s'est livré vis-à-vis de ses hôtes que sont les membres du MEDEF à l'occasion de cette rencontre a été une réussite. Ici à Abidjan, après avoir été reçu hier par le président Alassane Ouattara, Bourima Abdallah, président de la commission de l'UEMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine, s'est rendu ce jeudi à la primature où il s'est entretenu avec le Premier ministre Amadou Gon-Coulibaly, et à sa sortie d'audience, le président de la commission de l'UEMOA n'a fait aucune déclaration. La première dame Dominique Ouattara, présidente de la fondation Children of Africa, était cet après-midi à l'Institut de cardiologie où plus d'une vingtaine d'enfants et 2 adultes ont bénéficié d'interventions chirurgicales. Le témoignage d'Alexis Evelyne Ouedraogo. Junior est impatient de découvrir son cadeau. Sous le regard attendri de sa mère et de la première dame de Côte d'Ivoire, il cache mal son excitation. Tu as vu ça? C'est un hélicoptère, hein? Tu aimes bien? Tu as vu, c'est une... Ce jeudi, Dominique Ouattara visite les petits patients de l'Institut de cardiologie du CHU de Treichville qui ont subi de lourdes opérations de cœur. Des opérations complexes et parfois hors de prix, rendues possibles par la mission humanitaire de l'Association française des chirurgiens du cœur pour l'Afrique de l'Ouest. On voit des enfants qui arrivent, qui sont presque grabataires, qui s'accroupissent parce qu'ils manquent d'oxygène. Et on en finit par les voir là, devant nous, en train de gambader. Ceci dit, ce n'est pas fini. Ce n'est qu'un début et la tâche est rude parce que nous avons plus de 5000 cardiopathies congénitales par an en Côte d'Ivoire. À côté de ces cas, d'autres qui, eux, n'ont pas eu besoin d'opérations à cœur ouvert. Un suivi médical intensif leur a permis de corriger les déformations congénitales. Tout a commencé par une respiration anormale. Et on s'est rendu à l'hôpital, on nous avait dit que c'était l'asthme. Donc on l'a envoyé en pédiatrie et c'est là que le pédiatre a constaté qu'il y avait un sifflement derrière. Et il nous a demandé de venir faire une échographie. C'est là qu'on a découvert qu'elle avait un canal artériel. Nous a appelés pour nous dire qu'il y a une mission humanitaire qui arrivait et qu'on devait se présenter pour l'opération de l'enfant. Donc nous sommes arrivés le dimanche et l'enfant a été pris en compte. Au début, quand nous sommes arrivés, qu'on ne parlait pas encore de mission humanitaire, on nous disait que ça allait valoir entre 2 à 3 millions si on n'avait pas d'assurance. La première dame leur a aussi remis des présents. Je dois dire que la Fondation est très heureuse d'avoir pu assister l'AFCAO pour sa première mission en Côte d'Ivoire, sa première mission humanitaire. Et à ce titre, je voudrais féliciter le professeur Mohamed Ly, ici présent, et le professeur Rémi Seka, parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire pour nos enfants et il faudrait vraiment les encourager. Il y a eu 23 enfants qui ont été opérés et 2 adultes. Certains sont des opérations à cœur ouvert et d'autres ont été des interventions par cathéter. Vous voyez, les enfants que nous avons vus tout à l'heure ont été opérés il y a quelques jours et ils sont déjà en forme. Donc c'est quand même extraordinaire. La mission est certes à son terme, mais la présidente de Children of Africa entend bien la relancer au plus vite. Il n'y a plus assez de sang disponible au centre de transfusion sanguine d'Abidjan. Une baisse de 75% des donneurs de sang a été constatée ces derniers jours. Sachez que chaque année, le centre de transfusion sanguine prélève environ 80 000 poches de sang à partir d'un réseau de 50 000 donneurs de sang. Patricia Omo-Etia nous en parle. Chaque année, plus de 100 000 poches de sang sont utilisées par les hôpitaux dans la prise en charge des patients accidentés ou subissant une opération. Pour répondre à ces besoins et remplacer les personnes qui cessent de donner, le Centre national de transfusion sanguine doit toucher 70 000 nouveaux donneurs par an. J'ai connu une situation récemment où j'ai un de mes amis qui a son fils qui s'est retrouvé dans une situation de besoin qui était vraiment compliquée parce que moi je ne pouvais pas l'aider alors que j'étais donneur dans le temps. Donc ça m'a un peu vraiment poussé à renouveler les dons de sang. Aujourd'hui, manque d'affluence dans les locaux du centre. Une dizaine de donneurs depuis ce matin. Une situation qui dure depuis plusieurs mois. Un problème qui a engendré une baisse de prélèvement de 75%. Notre production journalière va de 400 à 600 prélèvements par jour.
Et avec la crise, nous étions descendus autour de 100 prélèvements. Vous voyez que ça a vraiment baissé, près de 75% de notre production a pris le coup. Aujourd'hui, nous sommes autour de 300 poches et nous sommes en train de remonter la pente pour atteindre très bientôt nos 400 à 600 prélèvements par jour. 600 poches de sang par jour feraient l'affaire pour le CNTS. Malheureusement, les dons recueillis en ce moment restent insuffisants pour couvrir l'intégralité des besoins. Pendant ces 4 jours où nous n'avons pratiquement pas travaillé, nos stocks, nos réserves ont baissé véritablement. Il faut demander aux populations de se mobiliser, de vraiment se mobiliser pour que nous puissions reconstituer nos stocks en venant donner de leur sang. Cependant, chaque don de sang fait l'objet d'un dépistage systématique de l'hépatite B et C, du sida et de la syphilis. 10% du sang prélevé non conforme est incinéré. Un peu plus de 100 000 dons de sang sont réalisés en Côte d'Ivoire pour environ 120 000 donneurs et 50 000 donneurs réguliers. Les violences basées sur le genre préoccupent le gouvernement ivoirien et les partenaires au développement. Pour mieux coordonner la lutte contre ce fléau, un projet a été initié et sera mis en œuvre par le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Lancé ce jeudi, ce projet vise à intensifier la lutte contre ces violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire. La communauté mondiale des musées célèbre ce jeudi 18 mai la Journée internationale des musées. Cette édition 2017 a pour thème « Musées et histoire douloureuse, dire l'indicible dans les musées ». Ce thème met en lumière le rôle des musées qui peuvent devenir des centres de pacification des relations entre les peuples. En Côte d'Ivoire, le Musée des civilisations a pour mission d'enrichir les connaissances, mais surtout de sauvegarder la mémoire collective des peuples de Côte d'Ivoire. Le ministère de la Culture, à travers la Maison du patrimoine, a initié ce 18 mai une journée du patrimoine. L'objectif est de sensibiliser les populations pour la sauvegarde des sites et monuments de la ville historique de Grand-Bassam. Franck Wadio. La ville historique de Grand-Bassam, relief architectural rappelant l'époque coloniale, inscrit au patrimoine mondial culturel de l'UNESCO depuis 2012. Une fierté dont l'impact reste cependant pas bien cerné. Il y a beaucoup qui ignorent ce que c'est et ne savent même pas ce que c'est que le patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est que les critères caractérisant ce site ne sont pas maîtrisés par les populations. En matière de bâtisse, par exemple. Quand on parle de ville historique, il y a des servitudes qu'il faut respecter. Voilà. Vous voyez un peu, quand on regarde la ville historique, c'est l'architecture coloniale que nous préservons. Mais il n'est pas exclu de faire de nouvelles constructions. Par exemple, vous voyez les différentes pentes des bâtiments, c'est soit à 2 pentes ou à 4 pentes. Quand vous regardez, c'est les persiennes, c'est la boiserie. Au niveau des couleurs, la palette des couleurs, nous ne devons pas utiliser n'importe quelle couleur. Voilà, il y a le gris qui est autorisé, il y a le blanc, il y a la couleur sable. Concernant les réhabilitations des nouvelles, des anciennes bâtisses et autres, là, quand ces personnes ne respectent pas les normes, c'est-à-dire en passant par les prescriptions qu'il faut, nous on alerte tout de suite la maison de patrimoine qui fait arrêter les travaux. Pour amener les uns et les autres à intégrer l'instrument dans leur quotidien, la Maison du patrimoine, chargée de l'exécution du projet Grand-Bassam Ville historique, veut initier une gestion participative. Comme la gestion concerne tout le monde, voilà pourquoi vous allez voir par exemple au niveau du comité local de gestion, les populations sont intégrées pour qu'elles comprennent l'enjeu de préserver cette valeur qui est la ville historique de Grand-Bassam. On dit généralement que le patrimoine est une affaire communautaire. Et comme c'est une affaire communautaire, c'est donc ensemble que la préservation doit se faire. Faire de Grand-Bassam un pôle attractif et maintenir son caractère touristique, le secteur hôtelier et les instances régionales sont sollicités. Tous les pays ont réussi avec le tourisme, notamment la France, le Maroc, Dubaï même aujourd'hui, en train de partir vers le tourisme. Donc ils sont convaincus qu'en prenant cet atout-là, qui est le patrimoine mondial de l'UNESCO, qui n'est pas ailleurs, aujourd'hui, nous, si nous faisons de ça un vecteur, c'est sûr que Grand-Bassam va redécoller. Patrimoine culturel et tourisme durable, l'autorité internationale en matière de patrimoine a choisi ce thème pour ce 18 avril. La Côte d'Ivoire, par la voix du ministère de la Culture, a adhéré. Une volonté qui sera renforcée bientôt par le lancement de l'opération Grand Ménage dans la cité insulaire.
Un projet dénommé Initiative mondiale d'économie du carburant sera mis en place. Ce projet initié par le ministère en charge de l'environnement vise à réduire la consommation de carburant de l'ensemble du parc automobile de notre pays, la Côte d'Ivoire, d'ici en 2030, avec surtout moins de pollution. Grace Kando nous en parle. Le parc automobile ivoirien a été renforcé. Selon la direction autonome du guichet unique automobile, 52 631 véhicules ont été importés en 2012, 53 923 en 2014 et 69 714 véhicules en 2016. 80% des véhicules importés sont de seconde main. Conséquence, les émissions de gaz et la consommation de carburant ne respectent plus les normes imposées. Comment réduire alors la consommation de carburant et les émissions de gaz des véhicules automobiles? Une rencontre d'experts sur les stratégies politiques d'économie de carburant est organisée. Il s'agit pour nous de faire en sorte que toutes les stratégies qui existent puissent être discutées à travers des groupes de travail. Au sortir de ces travaux de groupe, nous allons nous retrouver en plénière pour partager ensemble le travail de chacun des groupes. En termes d'économie des carburants, par exemple avec l'étiquetage, nous pouvons déjà avoir l'information sur les véhicules qui consomment moins et pouvoir faire ce choix de véhicule-là. Au niveau de la décision politique également, nous pouvons mettre des normes de telle sorte que les véhicules qui polluent moins soient beaucoup plus alléchants, aient moins de taxes et les véhicules qui polluent plus aient beaucoup plus de taxes. Depuis 2012, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans l'initiative mondiale d'économie de carburant. Les résultats de cette rencontre sur les stratégies politiques d'économie de carburant seront remis au gouvernement. Restons dans le domaine de la circulation pour dire que de nombreux véhicules en mauvais état circulent de plus en plus dans le district d'Abidjan. Certains de ces véhicules n'ont pas de visite technique et surtout les propriétaires ne sont pas du tout inquiétés. Le constat de nos reporters Davis Oyo et Franck Okwadjo. Abidjan, des véhicules stationnés dans un ordre douteux. Un décor de garage auto, à la réalité, ce sont des gares de transport interquartiers. Poignées de portes inexistantes, des phares brûlants, clignotants abîmés, des pare-chocs tenus par des fils de fer et des vitres remplacées par des sachets plastiques. Un confort réduit à sa portion congrue et pourtant, à peine stationnés, ces véhicules sont pris d'assaut par les passagers. On est obligé de faire avec parce que ce sont les seuls véhicules qui peuvent nous amener vers nos domiciles. La plupart de ces véhicules sont en très mauvais état. C'est ce que nous trouvons tous les jours ici. On est obligé de faire avec. Des engins le plus souvent dépourvus de visites techniques et loin de rassurer les clients, une réalité reconnue par les conducteurs. On parle des Wara qui n'ont pas de visite. Parmi nous, beaucoup ont des papiers. En tout cas, les voitures n'ont pas de visite technique. Bon, à part assurance, tous les autres papiers ne sont pas valables en tout cas. Quand ils voient les Wara comme ça, pour faire visite, ce n'est pas facile. Ils vont te suivre plusieurs fois. Quand on vient, on a la visite, mais pour finir, tu ne peux pas faire la visite puisque le gain est petit et tu ne peux pas manger dedans, tu ne peux pas te nourrir dedans et puis faire une visite technique. Ce n'est pas possible. Yopougon, Port-Boué, Adjamé et bien d'autres communes du district sont concernées. Les chauffeurs de ces moyens de transport interquartiers justifient tout de même l'état de leur véhicule. L'état du véhicule est en fonction de la route. Pendant la saison de pluie, la route est beaucoup mauvaise, impraticable. Et on compte le nombre de véhicules qui peuvent rouler ici. Ils disent comme ça aux passagers, ils disent que non, la route n'est pas bonne, c'est ça qui gâte les véhicules. Non, c'est le propriétaire même qui refuse de peut-être mettre les voitures en bon état. Ces engins à 4 roues sans confort sont moyennement appréciés. Les populations indexent sa collectivité et autorité du transport routier. La faute en grande partie vient du ministère du Transport. Pour moi, on peut dire que ce sont des carrosseries qui roulent. Elles représentent un danger pour tous les passagers qui y montent à bord. La majorité des véhicules en circulation ne sont pas des véhicules qui doivent être même en circulation, ça il faut le dire. Mais à qui on doit s'adresser? Au district d'Abidjan
à nos mairies. Rendons-nous dans l'une d'entre elles. À Yopougon, nous sommes reçus par le directeur des services techniques. Nous, au niveau de la mairie, la police municipale n'a pas pour rôle de contrôler les pièces des véhicules. Lorsque vous voyez la police municipale contrôler, c'est au niveau des taxes que nous prélevons auprès des transporteurs. Les véhicules usagés sur nos routes, le ministère des Transports n'ignore pas la question. Le ministère des Transports est conscient que, effectivement, dans la circulation, il y a quand même des véhicules qui essaient de frauder, mais on ne reste pas insensible à ce phénomène-là. Dans un premier temps, donc, en collaboration avec nos forces de l'ordre, on est en train d'accentuer les contrôles. Deuxièmement, on a une police spéciale dédiée au transport, donc qui va s'occuper spécialement, n'est-ce pas, de parcourir toutes les rues et de traquer un peu ces véhicules-là. Pour résoudre l'équation, la tutelle entend mettre en place des solutions pérennes. L'État est en train de mettre en place une autorité organisatrice des transports urbains qui va prendre en compte l'organisation des moyens aujourd'hui de proximité, les BACA, les RORO, tout ça, pour qu'ils puissent vraiment être en complémentarité avec les autres moyens de transport, les grands moyens de transport existants comme le métro, les autobus, le transport lagunaire qui était en cours. Donc à terme, ça va être plus facile de se déplacer parce que les moyens, l'offre de transport sera améliorée. C'est aussi bien au niveau de la quantité que de la qualité. Des mesures attendues, mais il faut pour le moment bander les muscles, pousser dur pour démarrer le véhicule. Des scènes trop régulières dans le transport commun à Abidjan. Il a été un grand serviteur dans le monde des médias. Feu Kader Ndao, ex-agent de la RTI, a été élevé au rang d'officier de l'ordre du mérite ivoirien à titre posthume par le ministre en charge de la communication. Les temps forts de cette cérémonie avec Francis Boifo. Recommandation spéciale Kader Ndao. L'alliance n'est pas forcément la signification, la réalité de la prise de cœur. Il faut laisser la faire. Les auditeurs de Fréquence 2 se souviennent encore de cette voix, celle d'Abdoul Kader Ndao, arrachée brutalement à l'affection des siens en février dernier et inhumée au cimetière municipal de Yopougon. L'État de Côte d'Ivoire, la direction générale de la RTI, ses amis et connaissances célèbrent l'animateur. Lui qui savait toujours garder le sourire ou rire aux éclats, tout en restant professionnel. Il savait ne pas s'autocensurer, il savait avoir les idées qu'il faut et il respectait ses paroles. On est en contact, la couleur du temps, où il n'y a pas les arts. Par ces mots, l'ancien animateur radio ou journaliste sportif arrivait à capter l'attention des auditeurs et téléspectateurs, toujours en gardant la bonne humeur. Bienvenue sur la première pour Yekangwa de ce samedi 24 juillet 1999. J'aimerais saluer ces dames, aussi belles les unes que les autres. Hélas, Abdoul Kader Ndao a déposé définitivement le micro, laissant à la jeune génération des valeurs. On va dire à la nouvelle génération de faire comme lui, tout simplement, de travailler. Seul le travail paie. Quelqu'un pour qui l'improvisation n'existait pas. Chaque fois, il me rappelait, il dit, John, la meilleure façon d'improviser, c'est de mieux préparer pour éviter d'être en difficulté. Le directeur général de la RTI invite la nouvelle génération à faire preuve de professionnalisme et de rigueur dans l'exercice du métier d'animateur ou de journaliste, comme l'a fait Kader Ndao. Ce jeudi, il a été élevé au rang d'officier de l'ordre du mérite ivoirien par le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste à titre posthume pour le service rendu à la nation. À tous ceux qui sont ici, je les invite à avoir toujours en tête le pays, la nation ivoirienne. Travailler avec abnégation. Et puis, sachez garder la tête sur les épaules. C'est un peu ce que Kader était aussi, par son humilité, par sa modestie. Abdoul Kader Ndao, Billy, un homme, une voix, un rire. Que ton âme repose en paix. Je dirais oui, Kader a été un grand serviteur du monde des médias ici en Côte d'Ivoire.
Fin de ce 20h, rappelons que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce jeudi pour le Royaume d'Arabie Saoudite où il participera aux travaux du sommet islamique arabo-américain qui ont lieu à partir du samedi 20 mai prochain à Riyad. Ce sommet a pour entre autres objectif d'établir un nouveau partenariat international dans la lutte contre le terrorisme et de renforcer la sécurité au plan international. Le président regagnera Abidjan le 21 mai prochain. Après ce journal, à 20h50, suivez le magazine Made in Africa consacré aujourd'hui aux énergies renouvelables. Prochain rendez-vous de l'information à 23h. Merci de nous avoir suivis ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Excellente soirée. Bonsoir à tous et à toutes.